Dans le cadre de cette formation, nous allons aborder différents sujets. Un des sujets dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, alors évidemment elle n'est pas exhaustive, cette vidéo, elle n'en a pas du tout la prétention, c'est ce qu'on appelle le trouble du comportement dépendant, ce qu'on connaît mieux sous le titre générique de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, elle peut en effet nous toucher dans le couple, mais elle nous touche également dans les relations familiales, amicales et professionnelles. En fait, ce n'est pas un attribut unique de la relation de couple. Comment peut-on définir cette dépendance? Eh bien, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes concerné ou parce que vous en avez la curiosité, parce que vous avez entendu autour de vous des amis, des proches, ou dans le cadre professionnel de personnes qui utilisaient ces termes. En fait, on pourrait dire que le dépendant affectif, la dépendante affective, c'est une personne qui a un besoin permanent de preuve, d'être, je ne vais pas dire au centre des préoccupations, mais en tout cas de faire partie en permanence des préoccupations de l'autre avec un grand A. Bien sûr, nous le voyons dans la relation amoureuse dans un premier plan, mais ça peut arriver dans bien d'autres systèmes relationnels. D'ailleurs, nous pourrions remonter dans l'enfance pour essayer de comprendre dans un premier temps comment cette dépendance a pu s'installer. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir pratiquement sans arrêt des preuves que l'autre pense à nous et que nous existons dans son monde, dans son univers. Avant de revenir à l'enfance, nous vivons dans un univers connecté. Imaginez, et vous n'allez pas avoir de peine à imaginer, nous vivons avec des SMS, avec des messageries, avec des interfaces sociales, avec des réseaux sociaux. Ce qui fait que lorsque nous demandons à quelqu'un s'il va, nous attendons dans les 2 minutes d'avoir une réponse. Et si toutefois, dans les 2 minutes, la réponse ne vient pas, nous commençons à imaginer ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que l'autre fait tout autre chose que de penser à nous. Donc, conservons bien à l'idée l'environnement dans lequel nous évoluons. Un environnement qui est hyper connecté et qui va privilégier en effet le système d'angoisse lié à la non-réponse immédiate de l'autre. Cette société hyper connectée nous donne sans arrêt l'idée que le contenu n'est pas forcément le plus important, mais que la rapidité avec laquelle l'information circule est plus important que son propre contenu. Donc, si nous conservons en effet cet univers connecté, si nous remontons à l'enfance, nous allons comprendre quelque chose. D'abord, notre enfance est en effet, selon les spécialistes de la psychanalyse, de la psychologie, le terreau fertile du comportement majeur que nous allons adopter en tant qu'adultes. Et l'enfant que nous sommes, le petit, va en effet enregistrer le système de communication que les parents, la fratrie, mais les parents principalement, vont avoir envers eux et envers nous en tant qu'enfants. Et la plupart du temps, je parle donc de généralité bien sûr, il y a une sorte de facilité à comprendre l'un des 2 parents. Et la compréhension se fait sur la base du renvoi émotionnel. En clair, si en tant qu'enfant je demande quelque chose ou je dis quelque chose et que un de mes parents va manifester la compréhension, il va le manifester par l'émotion, en souriant, en n'étant pas d'accord, pas content, en fronçant les sourcils ou tout simplement en levant les yeux au ciel et bien d'autres mimiques encore dont les parents et en tant que parents nous sommes les spécialistes. Donc l'enfant est rassuré parce qu'il y a une correspondance. Imaginons maintenant que l'un des 2, ou pourquoi pas les 2 d'ailleurs, ne renvoie pas un système émotionnel, on va dire rassurant. Que va-t-il se passer dans la tête de l'enfant? Eh bien l'enfant ne va pas remettre en cause la parentalité, l'attitude parentale. Non, il va commencer à penser que lui n'est pas à la hauteur, qu'il a mal fait quelque chose, que quelque chose n'est pas bon dans son comportement. Et il va commencer à essayer de créer un système d'évaluation de son propre comportement vis-à-vis du contentement du parent. Et là, il va être extrêmement attentif à ce que le parent va lui renvoyer comme information émotionnelle. Et si l'information relationnelle et émotionnelle est très faible, eh bien, l'enfant va
perdre de ce qu'on appelle l'estime de soi ou de la confiance en soi, et l'adulte qui va être en devenir va bien évidemment garder cette blessure. Voilà ce que l'enfant que nous sommes, que nous avons été, l'enfant que nous pouvons recevoir en consultation, va vivre. Et comme je le disais, dans son devenir d'adulte, il va garder tout cela. Alors, évidemment, quand nous parlons des parents, nous ne sommes pas en train de définir ou de désigner des coupables. Non, il est évident qu'en plus, selon les générations précédentes, la compréhension de la relation avec l'autre n'était pas forcément une priorité, et aller voir quelqu'un, comme nous disons, n'était pas non plus dans l'air du temps. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de coupable dans tout cela. Il y a simplement des personnes, nos parents, nous-mêmes, qui avons reçu des informations et nous les traitons au fur et à mesure de nos propres capacités. Donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de désignation de coupable. Il y a juste à essayer de comprendre comment se forme cette dépendance affective, comment va se créer ce trouble du comportement dépendant. Donc il y a le mot dépendance dedans, il y a le mot trouble. Alors on va aller donc vers la relation amoureuse, ce qui est le traditionnel, je dirais, dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Alors au début, il va y avoir un système fusionnel, c'est-à-dire que nous allons être, en tant que dépendants, extrêmement rassurés de voir que l'autre va envoyer les fameux signaux, ces fameux signaux de reconnaissance. Il va les envoyer parce que il va nous déclarer son amour, il va nous dire évidemment l'autre qu'il est bien avec nous, que nous faisons bien ceci, que nous sommes belles ou beaux lorsque nous sommes comme cela, et il va y avoir des systèmes de comparaison, c'est bien mieux qu'avec, je suis plus rassuré qu'avant, etc., etc. Et cet état, qui peut durer quelques semaines, quelques mois, va être extrêmement riche et nourrissant pour le dépendant affectif, ou celui qui vit son trouble du comportement dépendant. Et puis, eh bien naturellement, l'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas dépendant, va commencer à avoir son autonomie naturelle, celle qu'il avait auparavant, tout en conservant le lien qu'il a avec le dépendant. Et le problème va commencer là. C'est-à-dire que autant l'autre, entre guillemets, va vivre sa vie et va retrouver son conjoint, son partenaire, dans un état d'assurance, d'être rassuré normatif, alors que le dépendant, lui, va commencer à souffrir. Parce que il va ressentir que finalement le lien n'est plus aussi fort. Alors il va le ressentir parce que, oui, la réponse au SMS n'est plus aussi rapide, parce que la préoccupation n'est pas permanente. Il va le ressentir parce que, il n'y a pas d'autant de contacts par jour qu'il pouvait y en avoir auparavant. Et là, la personne qui ressent cette dépendance va commencer à avoir des idées obsessionnelles. Alors vous avez bien entendu, on parle de ressenti. En effet, ça n'est pas une réalité. Et le travail qui va être fait dans l'accompagnement, c'est un travail dans lequel on va en effet appuyer sur l'idée que le ressenti n'est pas la réalité. Parce que ça n'est pas la réalité de l'autre. C'est le ressenti du dépendant, mais ce n'est pas la réalité. Je fais une petite parenthèse parce que très souvent nous avons amalgamé en fait la personnalité dépendante avec un contexte de perversion narcissique, de manipulation, de jalousie. Alors, on peut très bien ressentir une dépendance affective avec quelqu'un sans qu'il y ait tout cela, sans qu'il y ait de la jalousie, de la perversion narcissique ou de la manipulation. Ça peut être une relation, entre guillemets, saine, et pourtant, la personne donc qui a cette blessure narcissique depuis l'enfance peut ressentir malgré tout cette souffrance. Et puis une petite parenthèse par rapport au couple. Tout à l'heure, je disais en fait que nous étions dans un monde hyper connecté. En effet, et que la dépendance affective avait un lien avec le besoin de la reconnaissance des autres. Imaginez juste ce que sont nos bons vieux réseaux sociaux aujourd'hui, si ce n'est ça. Lorsque nous avons donc une page perso d'un réseau social, que se passe-t-il? Bien, on va en effet mettre des informations la plupart du temps pour attendre une forme de validation qui va s'appeler like ou toute autre chose. Donc en fait,
le système de communication d'aujourd'hui va entraîner en fait une augmentation de notre système de dépendance, puisque nous allons être suspendus à la mesure finalement de ce que l'autre, avec un grand A encore une fois, va valider de ce que nous sommes, de ce que nous mangeons, de l'endroit où nous sommes en vacances, du fait que nous avons couru tant de kilomètres en très peu de temps, etc., etc. Donc cette dépendance, elle va en effet être nourrie tous les jours. Le comportement dépendant, on peut le mettre à plein de niveaux. Par exemple, au niveau du travail. Qu'est-ce que le burn-out autre que les définitions habituelles? C'est aussi une forme de dépendance. Puisque, regardez, le candidat type au burn-out est une personne qui va sans arrêt accueillir le travail à faire. Il ne pourra pas dire non. Il va penser que dire non, c'est déplaire. Que dire non, c'est donner une affirmation de soi qui pourrait lui être préjudiciable. Il va donc attendre des signes de reconnaissance. Et il va donc accepter le travail en permanence, en attendant un éventuel signe de reconnaissance de son manager pour aller parfois jusqu'à la brisure de lui-même, c'est-à-dire brûler de l'intérieur, brûler de l'extérieur et ressentir ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. On peut également avoir cette dépendance affective dans les liens amicaux. On le voit avec nos meilleurs amis ou parfois même nos relations un peu lointaines. Lorsque, par exemple, encore une fois, nous envoyons une demande de rencontre, de rendez-vous, de dîner et qu'il n'y a pas de réponse immédiate, on va en effet ressentir le sentiment d'être délaissé, d'être rejeté. Alors vous voyez, ça va appuyer sur différentes blessures, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, une blessure narcissique du départ, et puis encore une fois, bon, sans toujours tirer sur le pianiste, les réseaux sociaux vont contribuer. Sur des groupes, par exemple, aujourd'hui qui se constituent, si par exemple une personne rejette une des personnes du groupe, c'est comme une petite mort pour celui qui vit tout ça. Comme vous l'avez compris, ce qu'on appelle aujourd'hui la dépendance affective, donc le trouble du comportement dépendant, va agir sur de nombreuses phases de notre construction. Il agit sur l'estime de soi. L'estime de soi, vous l'avez vu, est extrêmement touchée. La peur de l'affirmation de soi. Pourquoi avons-nous peur de nous affirmer? Parce que nous avons peur de déplaire. Dire non n'est pas quelque chose que nous avons appris dans notre éducation. Et d'ailleurs, on nous a même reproché de pouvoir le faire. Donc dans notre vie d'adulte, ce non, on va en avoir peur. Donc l'affirmation du soi va être difficile. Nous voyons également que cette dépendance va toucher une problématique de confiance, bien évidemment, en soi. Et puis, il y a derrière tout cela une peur de l'autonomie et une mauvaise habitude, finalement, de ce qu'on pourrait imaginer l'autonomie. C'est-à-dire que souvent, le dépendant affectif pense que l'autonomie est égale à la solitude. Donc, une fois que le dépendant affectif a fait le tour inconsciemment de tout cela, eh bien en effet il va avoir du mal à sortir de cette boucle. Alors c'est un des sujets que nous allons traiter bien évidemment dans l'IFRET en termes d'accompagnement. La pratique de l'hypnose va permettre de travailler sur les cas de figure qui viennent d'être cités, c'est-à-dire l'affirmation de soi, l'estime de soi, une meilleure autonomie et puis une confiance. Et l'idée qu'évidemment, quelles que soient les sphères dans lesquelles nous allons évoluer, cette dépendance peut se transformer en une autonomie qui est ni plus ni moins que la découverte du soi et que la confiance que nous pouvons mettre dans la personne que nous sommes à traverser nos relations, qu'elles soient encore une fois amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Merci. Bonjour, cette vidéo est réalisée dans le cadre de l'IFRET, Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. J'en suis le cofondateur avec Sandrine De Freitas et cet institut donc de formation va accueillir pendant une année, à raison de 160 heures de cours, 50 heures de pratique, des élèves, maximum 25 élèves pour nous permettre un confort d'apprentissage et de transmission nécessaire. Alors,
Il y a le mot recherche dans notre institut. En effet, nous collaborons avec des spécialistes qui nous ont sollicités pour pouvoir travailler sur certains points, notamment de douleur et d'autres choses. Et vous retrouvez d'ailleurs à travers les nombreux articles sur le site ce que nous pouvons publier, nos réflexions quant à ce type d'accompagnement. Alors, il y a le mot thérapeutique, hypnose thérapeutique, parce qu'en effet, c'est une base solide d'accompagnement thérapeutique que vous allez pouvoir recevoir au long de ces 160 heures. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le planning, vous pouvez vous apercevoir que de nombreux cas cliniques vont être présentés. 50 heures de pratique avec différents professeurs. Nous sommes 4 enseignants cette année et nous espérons augmenter le nombre l'année prochaine, bien sûr. 25 élèves maximum, malgré le nombre de professeurs qui pourraient augmenter, toujours dans le souci en effet d'avoir une bonne transmission, comme je viens de vous le dire. En plus de cette formation, en plus des principes que nous allons développer, l'apprentissage va se faire également avec des consultants qui vont venir nous rendre visite tout au long de l'année. Des consultants dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du burn-out, dans le domaine en effet de la perversion narcissique, dans le domaine de la douleur. Ces spécialistes qui sont parfois consultants, qui sont parfois médecins, thérapeutes, vont nous donner à la fois leur expérience et leur vision de la spécificité des domaines que nous allons aborder. Et nous, le champ opérationnel sera bien évidemment le champ de la pratique de l'hypnose. C'est avec cette année que nous allons passer ensemble, que nous allons partager en effet la grande richesse de la découverte et de la pratique de cette méthode. Voilà, merci beaucoup.